sur la responsabilité et le professionnalisme. En Chine, la Guinée participe au forum sur la construction et le financement des infrastructures. Le ministre des Travaux publics met l'occasion à profit pour un renforcement du partenariat avec les entreprises évoluant dans notre pays. Au niveau de la Fédération de gymnastique, les entraîneurs renforcent leurs capacités. C'est un geste de la solidarité olympique. Un expert belge assure la formation. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Démarrage sur toute l'étendue du territoire national du certificat de fin d'études élémentaires. Plus de 300 000 candidats affrontent les épreuves dans la discipline. Placé cette année sur le sceau de la responsabilité et de la conscience professionnelle. Respect pour vous et de l'admiration pour vous. Par votre respect pour vous et de l'admiration pour vous. Par votre politesse. Un élève poli est un élève qui réussit. Un élève correct est un élève qui réussit. Faites en sorte que ceux qui ont travaillé, ceux qui ont été constants à l'école, soient ceux qui réussissent. Je vous souhaite du courage. Ici, dans ce centre, ils sont au total 376 candidats, dont 164 filles, à affronter la première épreuve du CE. Les responsables locaux rassurent et promettent un examen apaisé. Nous accompagnons les autorités parce que c'est dans l'intérêt supérieur de la commune. Nous accompagnons les enfants pour les réussites. C'est pour cela que nous demandons aux parents de faire la même chose que nous. C'est-à-dire se lever et faire quelque chose pour le pays là, on le fait pour soi-même. Moi je leur assure qu'il y aura beaucoup d'admis et c'est ce que je souhaite. Et je le souhaite qu'il n'y aura pas de faute. Nous serons très rigoureux, comme toujours, pour que les plus méritants passent en classe supérieure. Népil, le ministre ouvre l'enveloppe contenant l'épreuve de rédaction sous le sceau de la responsabilité et de la conscience professionnelle. Mon objectif à terme, c'est que chacun organise des examens qui sonnent son ressort. Que la commune organise l'entrée en sixième, que la région organise le BEPC et que la nation organise, que l'État organise le baccalauréat. C'est ce qui est prévu par les textes. C'est ce qui est prévu par les règlements et on peut y arriver. La principale question était comment prévenir des maladies contagieuses. Il faut respecter l'hygiène, se vacciner principalement contre les maladies contagieuses, comme la rougeole, le tétanos. Je compte être lauréat, mais pas sûrement première de la République. Après le lancement de la première épreuve, le ministre et sa suite ont sillonné plusieurs centres dans les différentes communes de Conakry. Objectif, s'assurer des dispositifs mis en place, y compris l'aspect sanitaire et sécuritaire. Pour cette année, ils sont au total 313 283 candidats à passer le CE sur l'ensemble du territoire national, répartis dans 1497 centres. À Conakry, la première journée des examens au compte du certificat de fin d'études primaires s'est déroulée dans les conditions souhaitables dans les différentes communes de la capitale. Les autorités à tous les niveaux étaient mobilisées pour la réussite de ces évaluations. Les échos dans la capitale, c'est avec une signature de Moussa Bangoura. Comme partout dans le pays, à Conakry, les élèves candidats au compte du certificat de fin d'études primaires se retrouvent dans les différents centres d'examen de la capitale. Autorités locales, superviseurs, délégués scolaires et surveillants sont tous mobilisés pour un examen sans fausse note. Nous avons lancé le sujet avec le plus grand respect, tout en respectant les dispositions prises par le département. Le ministre a insisté au sens de responsabilité de tous les acteurs impliqués. Et pour que chacun fasse ce qu'il doit faire. Ce que je vais conseiller dans les différents centres, c'est ne pas porter les téléphones puisque ça peut porter préjudice à tout ce qu'on a établi comme effort et compromis. Avec un total de 175 centres d'examen, cette année, ces candidats sont au nombre de 73 841, dont 38 596 filles pour l'enseignement général, y compris le franco-arabe pour la ville de Conakry. C'est par l'épreuve de rédaction que ces évaluations ont débuté. En tant qu'élève de 6e,
Les sujets, tout ce qui viendra, forcément on connaît quelque chose. Du coup, ce qui est au tableau, je ne dirais pas que je ne peux pas le faire, mais je ferai quelque chose. Ça s'est bien passé, la première épreuve est terminée. Nous sommes à la fin de la deuxième épreuve ici. Pour la journée d'aujourd'hui, nous avons 3 épreuves à faire. Partout, des conseils ont été prodigués aux candidats. À l'ère de la refondation, seul le mérite sera célébré. Éviter la fraude, je leur ai dit d'être aussi serein, ne pas se mettre sous l'effet de la peur. Bonne chance. C'est vrai, il ne faut pas toujours s'asseoir et compter sur la chance, mais les préparatifs effectués par les uns et les autres, bien entendu, avec l'accompagnement de tout le système, permettra de tirer les leçons. Pour cette première journée, aucune irrégularité n'est signalée. Tout se passe dans la sérénité, comme souhaité par les autorités en charge du système éducatif guinéen. Dans les régions de l'intérieur, les autorités étaient également mobilisées. Cet examen placé cette année sur le sceau de la responsabilité et de la conscience professionnelle a été marqué aussi par le rappel des consignes pour la réussite de l'évaluation. Le tour d'horizon dans l'arrière-pays avec Lancé Kamisoko. Comme à l'accoutumée, le certificat d'études élémentaires ouvre le bal des examens nationaux, session 2025 en République de Guinée. Dans la capitale forestière Zérékoré, l'établissement historique Mamadou Konaté accueille le cérémonial de lancement des épreuves en présence du ministre Félix Lama. On ne vous donnera que des sujets que vous avez déjà traités en classe. C'est pourquoi il faut que vous soyez tranquille. Vous ne devez pas être effrayé par ces épreuves. Vous ne devez pas être effrayé par les examens. Pour garantir un bon déroulement des examens nationaux, toutes les dispositions nécessaires sont prises, rassurent les autorités éducatives de la région. Au niveau de la région, pour l'examen d'entrée en 7e année, nous avons globalement 40 916 candidats, dont 17 377 filles, répartis dans 158 centres. Et ces candidats vont occuper 1366 salles. Dans les préfectures de Massanta et de Lola, la même sérénité se dégage dans l'organisation des différents examens nationaux de cette année. C'est une marque de satisfaction, de confiance totale. Et on prie que ça se passe comme ça dans tous les centres, dans toutes les préfectures. Et nous comptons entièrement sur vous. Parce que là, il faut savoir que nous sommes des candidats moraux. Aujourd'hui, tout est calme, les enfants sont en confiance. Comme le ministre l'a dit, on va dédramatiser et se dédramatiser. Autrefois, c'était toute une armada, mais aujourd'hui, c'est une ouverture des premières épreuves qui s'est passée dans le calme, la quiétude et la transparence. Dans le Sankaran, les autorités administratives et éducatives se sont donné rendez-vous au lycée Gamal Abdel Nasser pour l'ouverture solennelle de ce premier examen de l'année 2025 en Guinée. C'est le préfet Bernard Kamano qui a présidé la cérémonie de lancement aux côtés des autorités éducatives de Farana. À l'examen d'entrée en 7e, nous avons dans la région de Farana 22 000 candidats, dont 9 000 filles pour 128 centres. J'espère que les conseils qui ont été donnés ont été bien assimilés par les élèves et tous ceux qui sont chargés de l'encadrement de cet examen. Dans la ville de Dina Salifou Kamara, les autorités administratives se réjouissent du respect des principes généraux des examens nationaux en République de Guinée. Un moment solennel pour Alceli Kamara de rappeler l'importance de la transparence avant, pendant et après les épreuves. Avant notre arrivée, je crois que tout a été mis en place. Que ce soit des surveillants, des enfants, ils sont tous en classe. Et l'enveloppe a été ouverte devant tout le monde. Et le constat, vraiment, elle est bien parce que les conditions à laquelle les élèves sont assis, vraiment, c'est ce qui est sous les normes. Et les enfants aussi ne sont pas stressés. De Fourekaria à Kindia, aucune fausse note n'est enregistrée en cette première journée du certificat d'études élémentaires. Nous avons exhorté les enfants au travail, à la rigueur, pour que, en fin d'année, au résultat, pour qu'on ait beaucoup de lauréats à Kindia.
et africaine plus précisément. D'abord, dans le cadre général, on a pris des agents de sécurité pour tous les centres. Chaque centre a un agent de sécurité et un agent de santé. Et on a deux surveillants par salle. Et cette année, il y a même une brigade mobile qui est désignée en cas d'incident quelque part pour que ces gens-là puissent se rendre sur les lieux et intervenir rapidement. Avant le démarrage des épreuves ce matin à Zérékoré, le ministre Félix Lama a sillonné quelques centres d'examen dans la capitale forestière. Il a ainsi prodigué des conseils aux candidats à l'école primaire du Camp Béanzin et au lycée Alfaya Diallo. En marge de la réunion ministérielle des coordinateurs sur la mise en œuvre des actions du suivi du Forum Chine-Afrique de coopération FOCAC à Hunan, le ministre de la Coopération a rencontré plusieurs entreprises chinoises évoluant en Guinée. Les débats sont axés sur l'accélération des projets en cours de réalisation dans notre pays et au renforcement des liens de coopération existants entre ces sociétés et la République de Guinée. Depuis Changsha, c'est en Chine, Daouda Tabansila. La rencontre représente une opportunité précieuse pour évaluer la dynamique de coopération économique et examiner les projets de partenariat qui constituent le socle des relations entre la République de Guinée et les grandes entreprises chinoises, des entreprises qui entendent renforcer ce lien de collaboration. Actuellement, nous avons un projet de barrage à Amaria qui est en cours de construction. Nous avons déjà 3000 employés sur le site. Nous avons déjà réalisé à peu près 30% du montant total de l'investissement sur ce projet. En Guinée, ces sociétés évoluent dans les mines, l'énergie, les télécommunications, les infrastructures et les finances. La suite logique pour faire l'état des lieux, la convergence dînatoire que son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, avait réservé aux grandes entreprises chinoises lors du FOC passé le 5 septembre 2024. Nous avons écouté les banques, Exim Bank, ICBC et aussi CapFan. C'est le fonds qui a été créé en Afrique du Sud en marge du FOCAC pour vraiment supporter les entreprises chinoises pour faire des financements en Afrique. On les a expliqué, de leur dire d'accompagner davantage les entreprises guinéennes. Vous savez, la Guinée, nous avons le code sur le contenu local. Il faut effectivement que désormais, les entreprises chinoises font la jointe venture avec les entreprises sérieuses guinéennes pour vraiment faire des projets concrets en République de Guinée. Le FOCAC et cette rencontre économique Guinée-Chine sont des plateformes essentielles pour le renforcement de la coopération entre acteurs économiques, une occasion d'aborder les défis rencontrés dans la mise en œuvre du plan d'action FOCAC 2024 et présenter ainsi de nouvelles opportunités d'investissement dans le cadre du programme Simandou 2040. Il faut dire que le Forum international sur la construction et le financement des infrastructures à Macao, toujours en Chine, se poursuit. La Guinée prend part à ce rendez-vous, une occasion mise à profit par le ministre des Infrastructures et des Travaux publics pour échanger avec toutes les entreprises chinoises qui travaillent dans le secteur des travaux publics en Guinée. Le point avec Aboubakar Junior Camara, envoyé spécial. Le Forum international sur l'investissement et la construction d'infrastructures se tient à Macao, en Chine, du 9 au 12 juin 2025. En marge donc des travaux de ce rendez-vous d'envergure internationale, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics de la République de Guinée, accompagné de ses directions sectorielles, comme le fer et la Géroute, échange avec les entreprises chinoises qui travaillent dans le domaine des travaux publics en Guinée. Le message du général Mamadi Doumbouya est transmis à ces entreprises afin de respecter les clauses des contrats. Unanimement, les entreprises chinoises réitèrent leur engagement quant au respect des délais, mais surtout la garantie des infrastructures. Il a dit que la société Renachil, il est entré dans la Guinée depuis le 1987. On a travaillé beaucoup là-bas. On a eu des projets qui ont déjà fini et puis on a les projets qui a réalisés en goût. Aujourd'hui, il a rencontré avec monsieur le ministre pour échanger avec l'avancement des projets, aussi les projets à l'avenir. Ils ont promis à monsieur le ministre qui est en cours, on va prendre notre responsabilité pour respecter le délai
aussi la qualité. La Chine est un partenaire de premier plan de la Guinée. C'est pourquoi plusieurs chantiers d'envergure sont confiés aux entreprises chinoises, notamment la construction de l'autoroute 2x2 voies à Kankan par Inachine, la reconstruction de Mamou Labé par CRPC et Inachine, la reconstruction de Mamou Farana par Cibitec, la réhabilitation de Kagbelen Sumba par Cibitec, la construction de l'échangeur de Bambeto par Sino Hydro et très prochainement la construction de l'autoroute 2x2 voies Kagbelen Tanene par CRBC. Tous ces projets constituent aujourd'hui des priorités pour le gouvernement guinéen. La Chine est un partenaire stratégique dans la construction et la modernisation de nos infrastructures. C'était donc naturel que la Guinée envoie une délégation pour faire le point sur le portefeuille de ces projets qui sont en cours, et ça a permis de rencontrer la plupart de nos partenaires chinois, mais surtout de rencontrer les grands décideurs pour être sûr que non seulement on est dans la bonne dynamique de coopération, qu'on respectera les délais impartis et surtout qu'on verra la qualité. Donc je sors satisfait de ces rencontres bilatérales avec la plupart de nos partenaires, et l'engagement est pris au niveau de la plupart de leurs sièges ici en Chine, de renforcer les équipes en Guinée en termes de moyens, de ressources, mais également d'accélérer la cadence pour la plupart de ces projets. Le ministre Mahamadou Abdoulaye Diallo poursuit donc sa série de rencontres avec les présidents directeurs généraux de toutes ces entreprises chinoises qui travaillent en Guinée pour redynamiser la coopération dans le respect mutuel et dans un esprit gagnant-gagnant. Du 11 au 14 juin 2025 se tient à Paris Expo Porte de Versailles pour sa 9e édition. La rencontre rassemble plus de 13 500 startups, 3 500 exposants et 3 200 investisseurs. Un carrefour incontournable de l'innovation mondiale. J'y arrive. Reportage Sekou Fernand Kourouma. Créé en 2016, Viva Technologies est rapidement devenu l'un des plus grands événements consacrés à l'innovation technologique et notamment aux startups. Chaque année, 3 journées sont dédiées aux professionnels des startups, aux investisseurs, aux exécutifs, mais aussi aux étudiants. À ce grand rendez-vous mondial, la Guinée est représentée. Nous avons lancé l'année dernière le Grand Prix de l'Antienne de la Tech et de l'Innovation. L'idée pour nous, c'était de faire la promotion de l'entrepreneuriat du numérique à travers les jeunes. On avait promis que les 3 lauréats seront au niveau international, concourront au niveau international sur d'autres plateformes. La première fois que notre pays participe à cette plateforme, le salon de la technologie, qui est vraiment, n'est-ce pas, un événement d'une grande importance, puisque on a presque tous les grands pays, qui font des prouesses dans le domaine de la technologie. Et voir notre pays qui a des startups qui font vraiment de grands progrès dans le domaine de la technologie, prendre part à cet événement, c'est vraiment quelque chose de satisfaisant. La participation guinéenne est une occasion de révéler les compétences de notre pays en la matière. Il sera aussi question de présenter la Guinée comme une terre d'opportunités où on peut investir dans le domaine de l'innovation technologique. La première participation institutionnelle de la Guinée avec un stand où nous sommes venus non seulement accompagnés par 10 startups guinéennes qui sont là valablement, non seulement pour s'inspirer de ce qui se passe, mais aussi vendre les solutions de la Guinée. Vendre qu'il y a une dynamique de changement, il y a un écosystème qui est favorable aujourd'hui à l'éclosion de divers investissements, quand on sait que le numérique aujourd'hui est un accélérateur fondamental de tous les autres secteurs dans l'atteinte de leurs objectifs. Plusieurs thématiques axées sur l'intelligence artificielle, la santé numérique, la cybersécurité et les technologies durables font l'objet des échanges, histoire pour Viva Technologies d'accélérer l'innovation en connectant les startups, les leaders technologiques, les grandes entreprises et des investisseurs qui répondent aux plus grands défis de notre monde. À Genève, les ministres de l'Éducation du monde se retrouvent en faveur des écoles, co-présidés par le gouvernement suisse et le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe. Cette table ronde à huis clos est axée sur l'identification des mécanismes de financement innovants et des approches inclusives gratuitement choisies pour mettre les fonds
à disposition des bénéficiaires. Reportage Sekou Kondé. Chaque enfant a le droit d'apprendre et de s'épanouir dans les environnements sûrs et inclusifs. Pourtant, des milliers d'enfants dans le monde sont confrontés quotidiennement aux risques liés aux catastrophes et aux impacts croissants du changement climatique. Cette table ronde ministérielle de la plateforme mondiale 2025 rassemble les ministres et des représentants de haut niveau pour relever le défi urgent et défendre le programme des écoles sûres comme priorité clé pour la réduction des risques et l'adaptation au climat. Nous, acteurs de la société civile, on travaille en étroite collaboration avec les ministères et c'est les ministères, ce sont les gouvernements qui doivent être en charge de cela, qui ont la capacité, qui ont le mandat et les ressources pour faire en sorte que les systèmes d'éducation soient plus sûrs. Donc cette conférence ministérielle est très importante. Elle est très importante aussi pour partager les bonnes pratiques. Cette session offre une plateforme pour partager des expériences, présenter des politiques réussies et promouvoir des solutions évolutives pour sauvegarder les infrastructures éducatives, assurer la continuité de l'apprentissage et intégrer la réduction des risques dans les systèmes éducatifs. Co-présidée par le gouvernement suisse et l'UNDRR, la table ronde encouragera les engagements prospectifs et les actions pratiques pour renforcer la résilience des secteurs éducatifs dans le monde entier. Quand on parle de l'impact des catastrophes, il ne faut pas oublier que les premiers à être touchés, ce sont les enfants. Ils sont aussi les plus vulnérables s'ils ne sont pas équipés. Donc quand on veut que tous les enfants soient à l'école, mais il faut que l'école soit sûre. On ne peut pas avoir des enfants qui vont dans des écoles avec le risque que le toit leur tombe sur la tête. Et nous sommes très satisfaits qu'il y ait eu une rencontre des ministres au sujet des écoles plus sûres. En organisant cette table ronde ministérielle, ils partagent ainsi les expériences et les meilleures pratiques en matière de protection des écoles et des systèmes éducatifs contre les catastrophes et les risques climatiques, mais aussi promouvoir les engagements politiques et financiers en faveur d'infrastructures éducatives et un environnement d'apprentissage sûr. Reportage signé de notre envoyé spécial Safiatou Kondé. Protection de l'environnement. Dans la préfecture de Kindia, des acteurs du secteur se concertent autour de l'élaboration du projet pilote de protection de la biodiversité, un document qui va servir de guide pour l'exécution des projets et programmes. Alfaya Yassila. Dans le cadre de la mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité commune mondiale, le projet BioDev 2030 phase 2 prévoit la co-construction d'un projet de territoire conciliant la conservation de la biodiversité et le développement durable. Cet atelier aujourd'hui vise à rassembler l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce paysage et afin de recueillir leurs avis, leurs contributions pour la conception d'une idée de projet qui va constituer un projet pilote qu'on va implémenter dans ce paysage, dans ces écorégions. Parce que au niveau des aires protégées et même au niveau des terroirs villageois, il y a des sites potentiels de biodiversité, mais en même temps, il y a là l'exploitation agricole qui est en cours, il y a l'exploitation minière qui se pratique là, il y a aussi l'exploitation forestière qui se pratique là, la carbonisation qui se pratique là, et pourtant nous ne pouvons pas aller sans ces activités. La région de Kindia, abritant les réserves du haut plateau de Koununkan, le delta du Kankouré, la Mélakoré et la forêt classée de Gangan, a été sélectionnée par l'ensemble des parties prenantes comme territoire pilote pour la construction d'un projet de territoire ambitieux, réaliste. Au niveau territorial, nous voulons mettre l'accent sur les acteurs du territoire, c'est-à-dire aller vers une pratique, développer un projet qui puisse permettre aux acteurs de répondre à la crise de biodiversité, mais aussi de pouvoir concilier le développement des activités, les moyens de subsistance de ces acteurs. Kindia, vous le savez bien que Kindia est en grande partie une région agricole. Donc, la protection de ces faunes et des fleurs vraiment nous préoccupe et nous donnons vie pour accompagner le ministère de l'Environnement et avec l'ensemble de ses partenaires pour que cette protection de l'écosystème soit une réalité. Les experts et cadres ont donc travaillé sur le futur projet.
Il reste à valider par les départements de l'environnement et au développement durable et soumis au financement des bailleurs de fonds avant d'être lancé officiellement. Comment renforcer le partenariat entre les différentes parties prenantes intervenant dans la gestion du moyen Bafing? Le thème récemment en discussion à Mamou, initié par le ministère de l'Environnement à travers l'Office guinéen des parcs et réserves de faune et de flore sur le financement conjoint des ONG Bafing Falémé, Femmes Pro Offset et le projet Bafing Offset Programme. La rencontre a permis de mettre en place un cadre de concertation dans le but d'assurer une gestion efficace du parc et améliorer aussi les conditions de vie des populations riveraines. Reportage Mamadou Patebaldi. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune, multiplie les efforts pour assurer une gestion efficace du parc national du Moyen Bafing. À Mamou, les différentes parties prenantes intervenant dans le paysage du parc national du Moyen Bafing se concertent autour de la mise en place d'une synergie d'action en vue d'harmoniser les interventions dans le parc. Pour rappel, il y a une multitude d'acteurs qui évoluent dans ce parc. Il y a non seulement les services techniques, des autres secteurs ministériels, notamment l'agriculture, les mines, l'élevage, la pêche, l'hydraulique et aussi les acteurs chargés de conserver ce parc. Mais sans oublier les communautés à la base, qui sont les premières bénéficiaires de tout ce que nous aurons comme acquis dans le cadre de la préservation des ressources naturelles dans ce paysage. Il faut aider ces communautés à évoluer. Déjà, nous avons commencé ces concertations. Plusieurs, on est venu concrétiser maintenant en intégrant l'ensemble des acteurs clés qui interviennent dans la zone pour que les préoccupations de tous les projets, de tous les intervenants, de tous les services techniques et les bénéficiaires soient pris en compte dans ce cadre de concertation. Le renforcement de cette collaboration entre l'ensemble des acteurs favorise la mise en place des mécanismes de coordination formalisés, équilibrés et efficaces. Et le ministère donc a envisagé à travers cet atelier la mise en place d'une convention cadre entre ces acteurs, entre ces intervenants, afin de voir comment on peut avoir une planification commune et centralisée, des engagements communs avec des actions différenciées sur le terrain et des actions dont l'impact cumulé positivement accompagner les communautés afin de réduire leur pression sur le bassin, le paysage du Bafing Falémé dans son ensemble et plus particulièrement dans le cœur du massif de Fouta Djallon. Au terme de 3 jours d'intenses travaux, un cadre de concertation a été mis en place. Son objectif est de faciliter une meilleure coordination entre les différents acteurs en vue d'assurer un développement durable des populations vivant le long du parc national du Moyen Bafing. Contribuer à créer un environnement favorisant l'économie à bas carbone dans le secteur extractif en Guinée. Tel est l'objectif d'un atelier qui a regroupé le ministère de l'Environnement, la Chambre des mines de Guinée et l'entreprise Aderco, experte dans la technologie végétale. Ceci pour aider à réduire le coût de production dans l'industrie extractive. Reportage Marie-Noël Tolno. L'atelier est une formation conjointe entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable, la société Aderco et la Chambre des mines. Les différents engagements conventionneux de la Guinée visant à réduire le coût de production dans l'industrie extractive en agissant sur les économies d'énergie et la décarbonation appellent à des actions concrètes. Donc il s'agissait de sensibiliser à l'utilisation d'adjuvants et de compléments de carburant nécessaires pour réduire non seulement justement le niveau d'émissions de gaz à effet de serre, mais également d'agir sur les coûts opérationnels parce que nous sommes toujours à la recherche de la rentabilité. La fabrique Aderco, experte dans la technologie végétale avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, ont signé il y a un mois un partenariat visant à promouvoir ces produits détergents auprès des miniers. La technologie Aderco est une technologie 100% végétale, est une technologie basée sur les surfactants, donc les détergents qui ont une action avant
pendant et après combustion. Donc le tout, c'est d'améliorer les performances des moteurs, réduire la pollution, surtout au niveau du CO2, et de protéger l'environnement. Il ressort donc de cette rencontre la nécessité rapide de multiplier des actions, ajustant la réduction des gaz à effet de serre à travers une prise de conscience des cadres en charge des questions du développement durable. Il est important pour le ministère de l'Environnement, au-delà des mots, au-delà des textes, au-delà des contraintes à appliquer aux différents acteurs, d'offrir des solutions, des alternatives qui permettent justement à notre économie de s'adapter et d'évoluer vers une économie à bas carbone. Selon le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, la frange de carbone évitée va être monétisée à travers un mécanisme de crédit carbone permettant de générer des revenus financiers qui vont permettre de financer des plans de lutte contre le réchauffement climatique ainsi que d'autres programmes. Dans l'actualité encore, tenue récemment de la 11e session du comité de pilotage et de suivi du contrat de désendettement et de développement CD2, il a été question de faire l'état de mise en œuvre de ce mécanisme de conversion de la dette et d'identifier les prochaines actions à entreprendre. De nombreux projets ont été déjà réalisés et la France se félicite du rapport présenté par la partie guinéenne. Compte rendu Mamadi Gassama. 2013 que la Guinée a signé cette convention du contrat de désendettement avec la France. Elle vise à aider le pays à réduire sa dette extérieure tout en les réaffectant dans les projets de développement. Et depuis, de nombreux chantiers ont été abattus dans ce sens. Après quelques années, le comité de pilotage du CDD présente son rapport. Alors, sur ce qui est de la mise en œuvre, comme vous l'avez constaté, c'est un projet qui a fait beaucoup d'efforts et qu'à date, un certain nombre de projets ont été développés à l'intérieur du pays, notamment en Guinée forestière. Si vous prenez la réalisation des routes, des pistes rurales, pour désenclaver les zones agricoles et les zones de production de poissons, la pisciculture, c'est un projet CDD qui a vraiment boosté ces secteurs-là et qui est en train de vraiment de faire bénéficier la population des retombées que nous avons eues sur le plan de PPTE. Même si les défis restent encore énormes, la France se félicite d'ores et déjà des travaux réalisés. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur la fin de ce grand processus qui date depuis une dizaine d'années, 11e compile, comme vous le disiez, et nous avons veillé à ce que les projets soient exécutés. Il y a des très bons taux d'exécution, parfois 100% sur l'enseignement professionnel, parfois 80% en fonction des domaines, et nous avons veillé à ce que ce soit des projets concrets pour les populations. Et donc il y a des projets agricoles de soutien à la pisciculture et à la riziculture. Il y a des projets en termes de santé, notamment sur l'Institut Pasteur. Il y a des projets en matière de formation. Tout ça, ce sont des projets pensés par le gouvernement en co-construction avec l'Agence française de développement. Nous travaillons sur des requêtes pour le bénéfice des populations. Le contrat de désendettement et de développement CDD est un accord financier qui permet à la Guinée de convertir une partie de sa dette publique en financement pour réaliser des projets de développement durable prioritaires pour le pays. Au niveau des télécommunications, la Guinée et la Sierra Leone viennent de signer une convention dans le domaine de l'Internet. La SOGEP et Leonscom envisagent une interconnexion pour le bien des populations des deux pays. Reportage Souleymane Diaraya Kamara. Dans un contexte où le numérique s'impose comme un pilier essentiel du développement économique, la Sierra Leone et la Guinée franchissent une étape historique avec la signature de la convention de connexion de backbone entre les opérateurs publics, Leonscom de la Sierra Leone et SOGEP de la Guinée. Cet événement marque une avancée majeure dans la concrétisation de l'accord cadre de partenariat numérique concluant entre les deux pays en novembre 2024. Ce contrat d'interconnexion illustre bien entendu la vision du CNRD sous, n'est-ce pas, le leadership, n'est-ce pas, du général d'armée Mamadi Doumbouya, qui a bien voulu faire du numérique un levier de développement socio-économique de la Guinée. Et pour que ce soit une réalité,
Il a fallu tout d'abord qu'on fasse du numérique un des piliers de Vision Ciment de 2040, mais il a fallu aussi que nous développions des initiatives sous-régionales et internationales en matière de télécommunications. En mutualisant leurs infrastructures numériques, la Sierra Leone et la Guinée démontrent une volonté commune d'accélérer l'innovation. Cette initiative ouvre également la voie à une meilleure connectivité rurale, réduisant ainsi la facture numérique et favoriser l'inclusion socio-économique. Vous savez, le troisième pilier du projet Simandou, c'est de développer les infrastructures et le transport. Et dans ce cadre, nous avons été instruits de faire des actions qui vont dans le sens de unifier nos pays limitrophes avec la Guinée et de faciliter les échanges dans le cadre communautaire, de donner la voix et tout ce qui peut permettre à nos pays de mieux s'intégrer. Dans le cadre de la signature d'une convention entre la République de la Sierra Leone et la Guinée. Alors nous sommes là pour venir signer cette convention et, n'est-ce pas, renforcer le système de gestion avec les backbones des différentes deux nations. Toutefois qu'il y a, n'est-ce pas, des termes techniques, la Guinée peut se servir de ses atouts pour pouvoir, n'est-ce pas, rehausser et en tout cas établir, n'est-ce pas, cette connexion entre les deux nations. Cette collaboration entre la Guinée et la Sierra Leone témoigne d'une vision partagée, celle d'une Afrique interconnectée. Cette interconnexion pourrait servir de modèle pour d'autres pays de la CEDEAO, illustrant la faisabilité d'un marché numérique ouest-africain intégré. Intéressons-nous aussi à l'évolution du PNR avec l'ambassade de la République de Guinée en Angola, à l'image des autres missions diplomatiques et consulaires, a officiellement lancé les opérations de recensement biométrique des compatriotes vivant en Angola. À Luanda, vous allez le voir, les compatriotes ont compris le bien fondé de ce programme. Reportage Makeme Keleti Donso. C'est effectif. L'ambassade de Guinée en Angola a lancé officiellement les opérations de recensement biométrique des Guinéens qui vivent dans ce pays. Les chiffres font état de plus de 30 000 Guinéens concernés par l'opération. Des compatriotes engagés qui ne négligent aucun document recommandé par la mission de supervision. Les dispositions que le CGE a prises pour que cette opération se déroule dans les meilleures conditions. C'est au niveau organisationnel qu'il nous faut l'essai de naissance ou jugement supplétif. L'objectif de cette mission, c'est de permettre à chaque Guinéen d'avoir un identifiant personnel, juridique et numérisé pour constituer le registre qu'on appelle le registre national des personnes physiques et après constituer le fichier électoral de Guinée établi en Angola. Une occasion pour la chef de mission diplomatique de Guinée en Angola de passer le message de cohésion sociale entre nos compatriotes et le respect des lois du pays hôte pour mieux servir la patrie. C'est une opportunité pour chaque Guinéen, où qu'il se trouve, d'apporter sa contribution à l'édification d'une nation moderne, inclusive et tournée vers l'avenir. Ensemble, faisons de ce recensement une réussite exemplaire. Chaque Guinéen compte. Ce recensement de PNRAVEC permettra à tous les Guinéens enrôlés d'avoir un numéro unique dans la base des données administratives à vocation d'état civil. La mobilisation continue autour du recensement biométrique. À Koufin, dans la sous-préfecture de Kamsar, le réseau d'intégration pour la paix et le développement RIPAD était dans ce district pour sensibiliser les populations sur l'importance de ce recensement. Nabi Kamara. Les membres du réseau de l'intégration pour le développement rentrent d'une mission de travail à Kamsar. Tous fils de cette sous-préfecture de Boké, ils étaient partis dans le district de Koufin pour mobiliser leurs frères et sœurs autour du programme national de recensement à vocation d'état civil qui intéresse tous les Guinéens ayant atteint 10 ans et plus. Nous ne pouvons pas rester à l'écart au moment où nos parents sont dans les îles
et ne pas venir les sensibiliser pour le recensement. Pour cela, nous demandons à toute la population de Koufin à Binari de se recenser afin de pouvoir se mettre dans le fichier guinéen. À Koufin, la mission du réseau de l'intégration pour le développement a expliqué aux populations de ce district de Kamsar les avantages liés au recensement en cours. En tant qu'ONG nationale, ce réseau a également contribué à la finition des travaux de construction de la mosquée principale de Koufin, débutée depuis 1984. Cette remise de cadeaux et une facture d'une tonne de ciment nous réjouit à plus d'un titre. Depuis 1984, nous avons initié cette mosquée. C'est au temps de Mamadou Doumbouya que les membres de RIPAD nous ont offert ces carreaux. Nous prions pour eux et pour le général d'armée Mamadou Doumbouya. Comme il est de tradition dans les villages croyants de Guinée, des prières ont été dites pour les donateurs de ces carreaux, mais également pour le pays et le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Santé dans la préfecture de Dinguira et la sous-préfecture de Mbone bénéficient d'une ambulance. C'est dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des patients dans cette localité. Reportage Robert Siditolno. Les populations du district de Mbone dans la sous-préfecture de Banora, préfecture de Dinguiraï, auront attendu 35 ans après l'inauguration du centre de santé du village pour bénéficier enfin d'une ambulance flambant neuve. L'attente, on peut le dire, n'aura été vaine car c'est une ambulance médicalisée entièrement équipée qu'on vient de mettre à la disposition des braves populations de cette localité. L'obtention de ces bijoux a été rendue possible grâce à l'implication d'un fils du terroir. Fils Mamadou Guissé, qui est le PDG de la société Sokof, après avoir visionné une vidéo où on transportait des malades des communautés, de la communauté vers le centre hospitalier de Dinguiraï, soit par moto, soit par hamac. Ce geste s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise. En recevant ces dons, les bénéficiaires promettent d'en faire bon usage. Déjà, un comité de gestion est mis sur pied pour un entretien pérenne de ces bijoux. Lançons un appel très solennel aux usagers de cette ambulance des deux sous-préfectures, la sous-préfecture de Banora et celle de Diatiféré, qui utiliseront forcément cette ambulance, de l'utiliser en bon escient. Cette ambulance est un bien commun et un bijou très précieux. Elle doit être protégée, bien entretenue, utilisée à bon escient, de manière transparente. C'est un ensemble avec un esprit de responsabilité partagée que nous pourrons garantir la durabilité de cet investissement. À travers cet acte symbolique, les populations de Mbone ont exprimé leur gratitude. Les prières et bénédictions ont été formulées à la grande mosquée de la localité pour le chef de l'État, mais surtout pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale en Guinée. Depuis quelques jours, l'administration générale de l'Institut supérieur des arts Mori Kanté a lancé une vaste campagne de sensibilisation sur un projet majeur du ministère de l'Enseignement supérieur, l'assurance obligatoire pour tous les étudiants, une initiative stratégique visant à protéger les apprenants et à promouvoir une culture de la prévention dans le milieu universitaire. Reportage Sah Martin Fancinadouno. À l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka, l'administration générale joue un rôle clé dans la mise en œuvre du projet d'assurance des étudiants, un projet de son ministère de tutelle. En plaçant la sécurité et la sensibilisation au cœur des priorités, elle montre que l'enseignement supérieur ne peut être complet sans une protection sociale adéquate des apprenants. C'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. L'étudiant maintenant est assuré à cas de maladie, d'accident, sur toutes les formes au fait. On dit merci au ministre pour cette assurance mise en place pour les étudiants. L'assurance devient ainsi le bouclier de protection pour ces étudiants exposés aux risques spécifiques liés aux activités physiques et pédagogiques, répétitions intensives, déplacements, scènes et équipements techniques.
il y a les risques auxquels ces étudiants sont exposés. Et particulièrement, ce sont les risques d'accident. Et lorsque ces risques-là survenaient, pour une dépense de 500 000, 600 000, l'étudiant est cloîtré à la maison et ne peut pas suivre ses études. Donc, son année universitaire est perturbée, son cursus est même perturbé. Donc, nous faisons en sorte que lorsque ces événements-là surviennent, que l'étudiant reçoive dans les meilleurs délais, les meilleurs soins, dans les structures sanitaires appropriées pour qu'il reprenne le chemin de la classe, qu'il poursuive ses études. Il y a un processus de souscription via la plateforme Parcoursup. Nous avons engagé aussi la mobilisation des primes qu'on prélève aux étudiants. C'est pour permettre aux partenaires de prendre en charge la couverture sociale et en même temps une prise en charge liée à la santé de nos étudiants. C'est un programme d'assurance à fort impact social du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation visant à offrir une couverture santé et sociale à tous les étudiants inscrits dans les institutions publiques qui prennent donc une tournure concrète à l'ISAMC de Dubreka. Hajj 2025, plusieurs Guinéens ont effectué ce déplacement. La visite des lieux saints de l'islam a connu un engouement. Ce soir, nous allons revivre les moments forts de Arafat. Sur le terrain, des prières et bénédictions ont été également faites pour la paix en Guinée. Reportage Lancé Koulibaly. C'est ici, au pied du mont Arafat, témoin du dernier sermon du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, que plus de 600 000 fidèles musulmans se sont rassemblés ce 5 juin pour faire des invocations et bénédictions. Un rituel traditionnel qui marque le début du Hajj 2025. Le prophète paix et salut sur lui a dit que Al-Hajj Arafat, Al-Hajj Arafat, Al-Hajj Arafat. Quel est le pèlerinage? C'est le Arafat. Arafat, c'est cette agglomération que nous sommes là aujourd'hui. Et il y a un jour précis dans l'année, dans les 12 mois, c'est le 9e jour de 12e mois linéaire. C'est aujourd'hui que Dieu a fait en sorte que 2025, que soit ça. Et le jour de Arafat, quand un pèlerin vient à Arafat, vient au pèlerinage, il doit être là par une portion de temps à Arafat le 9e jour. Même les MAD qui sont dans les hôpitaux, les autorités saoudiennes mettent les moyens à disposition des hôpitaux pour envoyer même les malades qui sont des pèlerins. Ils viendront dans l'ambulance pour être là. Pourquoi cela? Parce que c'est aujourd'hui que Arafat qui est le pèlerinage. Du mont Arafat, cap sur la plaine de Mouzdalifa, site sur lequel le prophète a marqué un temps d'arrêt pour prier dans la soirée avant de se munir de cailloux pour aller lapider le Satan à Mina. Un rituel suivi depuis par des fidèles. Il faut que les Guinéens soient unis autour d'un idéal, celui de la refondation et le développement économique de notre pays. Que tous les Guinéens se donnent la main, qu'ils soient malinqués, peuls, soussous ou forestiers, que tout le monde se donne la main pour construire la nation guinéenne. À travers la lecture du Saint-Coran, le secrétariat général des affaires religieuses a mobilisé la communauté guinéenne pour prier et formuler des bénédictions en faveur de la paix, de la cohésion sociale. Il s'agissait de leur transmettre les salutations fraternelles de Monsieur le ministre secrétaire général des affaires religieuses, de celui du Premier ministre et du chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Ensuite, leur adresser les félicitations par rapport à tout ce qui a été fait, car nous avons pu effectuer le pèlerinage dans de bonnes conditions et nous savons que la récompense liée au pèlerinage, c'est le paradis, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si des améliorations ont été constatées au niveau des installations des pèlerins guinéens, la présence des personnes d'un certain âge et parfois très malades est à déplorer. D'où la nécessité pour les responsables en charge du pèlerinage d'exiger la rigueur dans le choix des candidats aux futures éditions.
En marge de la conférence des Nations Unies sur l'océan qui se tient à Nice, une exposition des photos et tableaux sur la pollution de l'océan est organisée au Centre culturel franco-guinéen. C'est pour conscientiser les acteurs afin de prendre soin de l'océan, un endroit vital pour l'homme qui est pourtant en proie aux effets anthropiques. Reportage Ousmane Ba. L'activité est organisée à marge de la conférence des Nations Unies sur l'océan qui se tient à Nice. À travers ce panneau explicatif, ces tableaux et photographies, l'on met un accent particulier sur les menaces que subit l'océan. Un projet porté par le photographe Malik Sidibé, l'artiste Queen Rima et le mannequin Mamadou Yaya Diallo. Les articles sont exposés ici au Centre culturel français grâce à un partenariat avec l'ambassade de France en Guinée. Nous, ici à Conakry, on a voulu faire un écho, une résonance de ce plaidoyer, de cette mobilisation de l'ensemble des acteurs pour l'océan. Et donc ce soir, on est au Centre culturel franco-guinéen, on est avec des artistes à qui nous avons passé des commandes pour nous raconter l'océan, et pour, en quelque sorte, illustrer le plaidoyer de cette mobilisation de tous les acteurs pour l'océan. Pour la réalisation de ces œuvres, les artistes ont sillonné certains lieux emblématiques de Conakry, à savoir le port de Boulbiné, la plage de Kamayenne et la plage de Taouya. Les photos sont basées sur l'océan. Ils voulaient que je montre comment l'océan est un peu sale. Il y a beaucoup de plastique dans les océans. C'est très important qu'on travaille pour nettoyer parce qu'on gagne beaucoup de notre oxygène dans l'océan aussi. Et puis notre nourriture, et puis tout ça sort dans les océans. C'est très important. Le message derrière, c'est pour nous rappeler que de protéger l'endroit où on vit, ce n'est pas seulement un devoir d'écologie, mais c'est aussi un devoir moral de se rappeler qu'on vit dans un endroit qu'on doit toujours protéger. Cette exposition qui reconnaît le lien entre l'océan et la vie humaine s'avère comme un appel à l'unisson pour que l'on fasse la préservation de l'océan l'affaire de tous. La Fédération guinéenne de la gymnastique vient de bénéficier d'une session de formation des entraîneurs de la gymnastique masculine. Ce geste de la solidarité olympique a permis aux participants de renforcer leur capacité avec un expert belge venu pour la circonstance. Reportage Isia Gassila. Cette session de formation destinée à la vingtaine de participants est axée sur plusieurs thèmes, entre autres la préparation physique, corps humain, croissance et philosophie de la Fédération internationale de la gymnastique, l'exploitation des engins de gymnastique. On a reçu M. Jonathan en Guinée et il a immédiatement commencé ses cours et les coachs, les entraîneurs qui ont pour base, la plupart c'est des professeurs d'éducation physique. Et il faut qu'ils soient performants. Pour qu'ils soient performants, il faut la formation des entraîneurs. Pour sa part, l'expert belge qui effectue sa première mission en Afrique exhorte les participants à plus de curiosité et d'attention afin de mieux bénéficier de ces cours qui pourront servir des milliers de pratiquants de la gymnastique en Guinée. Ce que j'ai apporté ici à l'ensemble des coachs qui ont participé à ce stage, c'est une semence que l'on a plantée ensemble, mais c'est à vous maintenant de pouvoir continuer le développement de cette semence en arrosant, en pouvant mettre le soleil autour de cette semence pour que celle grandisse et elle devienne un arbre fort. Je suis sûr que parmi vous, il y en a certains qui ont l'énergie de le faire. Abondant dans le même sens, le président du Comité national olympique martèle l'importance de la formation tout en mettant l'accent sur le dynamisme de la FEGI GYM. Pour les stagiaires, au cours de cette formation, depuis qu'on a commencé, à partir des informations que nous avons reçues de votre formation théorique et la formation pratique, nous avons de très bonnes informations. La discipline, la disponibilité, la régularité, la ponctualité au cours. Cet événement marquera le lancement d'un programme d'envergure visant à perfectionner l'expertise des formateurs dans le cadre du développement de la gymnastique en Guinée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.